Alors, c'est un grand bonheur d'enchaîner après l'introduction et tout ce qui a déjà été dit et qui est absolument passionnant. Par exemple, avec Bernadette Bensaoubé-Vincent qui a évoqué explorer, extraire et préserver. C'est sémantiquement l'extérieur, c'est sémantiquement un homme qui se place à distance comme les Lumières l'ont indiqué. Et en fait, c'est ça qu'on va travailler avec la préservation et le sujet aujourd'hui, maintenant, sur ce moment-là, sur la culture. Culture qui n'est pas forcément le bon mot, mais me sont venues trois choses en préparant cette petite introduction. Premièrement, d'abord revenir au grec, avec peut-être cette notion d'aller sur la mer que fait Ulysse avec son Odyssée. Il y a quelque chose dans Ulysse qui est dans le trait d'union en permanence entre le matin aux doigts de rose, quand il part, et le soir où il arrive à terre. Il y a la notion d'hospitalité. En fait, dans la culture, on va devoir travailler ensemble les questions d'hospitalité qu'on va avoir entre nous, l'océan et la terre. Deuxième moment qui m'est venu, c'est j'ai trouvé une de ces choses rejetées par la mer. Elle reposait sur le sable qui est sombre et semé d'étincelles, la poésie. Et en fait, dans le cours au Collège de France de Paul Valéry, il y a quelque chose qui est très important, qui est la poétique, qui est cette combinaison entre le faire et l'imagination. Et il me semble qu'on va devoir travailler beaucoup ensemble aussi sur cette question de comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on rêve ensemble dans ces dimensions culturelles. C'est d'ailleurs, chez Respectocéan, une association dans laquelle je suis, c'est vraiment la question de ces acteurs qui travaillent, qui sont là pour essayer de transformer avec leurs petits moyens, mais ensemble d'essayer de combiner le faire et l'imagination. La troisième dimension qui m'est venue, c'est la lecture de Thomas Gomard et des grandes questions géostratégiques qu'aujourd'hui pose, par exemple, le détroit de Taïwan, sur l'électronique, finalement sur toute la maîtrise de l'intelligence. C'est crucial en termes de préparation de la guerre, si on y songe. Deuxièmement, le détroit d'Ormuz, c'est l'énergie, le pétrole. C'est-à-dire qu'on est tous dépendants de cette question énergétique. Et la troisième, c'est Bosphore, avec les questions du blé et de l'alimentation. En fait, on est aussi face à quelque chose qui est la guerre. Et comme Lévinas le dit, la guerre, ça pose d'autres questions du rapport au réel. Donc entre hospitalité, entre faire et imaginer, et entre derrière cette question de conflit, se trouve aujourd'hui pour moi, en termes de culture, une forme absolument fondamentale. Goethe disait « au commencement était l'action », fondamentale de qu'est-ce qu'on voudrait faire ensemble. Donc, comme l'océan, et on l'a évoqué aussi tout à fait nettement, n'a pas de frontières, c'est la question de cet abord de la culture par les deux intervenantes que je vais pouvoir vite accueillir, qui sont... Alors, on a décidé, et je crois qu'elles vont être très... Et vous allez être prêts à ça. On va décoïncider, on va se décaler, on va oser peut-être dire des choses un tout petit peu provocantes, donc provocantes mais aimables. Donc c'est pour moi très important qu'on puisse oser aujourd'hui, par la culture, représenter différemment notre rapport aux natures au pluriel. Alors pour ça, mes deux camarades, ça est Sylvie Campagne qui travaille à Roscoff, donc avec Sorbonne Université, qui est chercheuse et qui travaille sur les relations entre les humains et la nature à travers les questions de services écosystémiques. Donc on va rentrer dans des questions absolument cruciales que vous connaissez peut-être un peu, mais qui sont toujours du décalage. Et puis la deuxième, Frédérique Clouse, les deux je les ai eu hier avec joie au téléphone, elle va aussi nous décaler de manière très singulière sur des rapports, par exemple, atlantiques ou pacifiques, des sociétés humaines en anthropologie, et je suis absolument ravi qu'aujourd'hui à l'ESRB, il y a la possibilité que des anthropologues et des sciences que parfois on connaît mal et qui sont considérées comme encore plus molles que la biologie puissent être là parce que ça va être fondamental pour changer nos dimensions. Donc je vous invite, voilà, peut-être d'abord Sylvie à venir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ok. Alors moi, je suis un peu plus grande. Hop. Et je vais juste tester ça. Ouais. Trop bien. Donc bonjour à tous. Merci beaucoup à la FRB de m'avoir invité pour présenter les résultats de nos études. Je suis un peu stressée parce que je passe après quelqu'un qui est publié dans Science. Donc c'est hyper stressant, purement scientifiquement. Moi, je vais vous présenter les résultats d'études, donc pas encore publiées, mais soumis. Qui travaille avec moi, il y a Joachim Claudet, qui est partout, honnêtement. Damien Béouin, aussi Rémi Mangruel
Et donc moi je suis sur la direction d'Éric Thiebaud à la station biologique de Roscoff. Et donc je vais vous parler voilà, de services géochimiques. Ça a été déjà aussi mentionné un peu ce matin, mais il y a plein de synonymes qui ont été vus. Et moi j'ai rattaché ça donc au NFF qu'on parle depuis tout à l'heure. Je tenais à vous remercier et à remercier aussi tous les membres qui travaillent avec moi. Merci. Déjà des questions qui évidemment germent. Frédéric, mais on va enchaîner avec Frédéric si vous êtes là, voilà. Du muséum, alors ça, le muséum d'histoire naturelle, un chéri aussi, un phénix. Non, ça, je suis partie avec. Ah oui. Alors. Hop. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors moi, je reprends les mots de Denis Couvet de ce matin. C'est vraiment un exercice pour clarifier la pensée. Donc merci d'être indulgent parce que c'est une question extrêmement complexe. Donc moi, je l'ai prise comme ça. Alors voilà, il n'y a pas une étude spécifique derrière, il n'y a pas de statistiques, mais je suis quand même chercheuse. Il faut que ce soit dit. Donc, le titre, qui n'est pas celui qui apparaît, parce que j'ai dû rendre tout ça certainement très en retard, hein, c'est « Diversité et singularité des valeurs relationnelles à l'océan ». Parce que ça me semblait être intéressant de reprendre cette question des valeurs relationnelles, qui est une question extrêmement complexe. Alors, de quoi parle-t-on ? C'est quand même difficile à bien savoir de quoi on parle quand on regarde la littérature, parce que c'est une synthèse entre nature en tant qu'élément de la culture. Alors déjà, pour un anthropologue, cette phrase-là amènerait des heures et des heures de débat, et ne faire qu'un avec la nature, donc qui met l'accent sur des contextes culturels, qui prend en compte les relations. Elle recoupe alors beaucoup de choses. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, peut-être un fourre-tout. Voilà, l'identité, la spiritualité, le soin, la réciprocité entre les humains et la nature ou entre les humains, les générations futures. Elle concerne les expériences physiques, psychologiques, l'apprentissage, l'inspiration, et j'ai remis les identités. Donc, on voit qu'il y a énormément d'éléments, et donc, pour essayer d'être un peu synthétique, pour moi, ça prend en compte des aspects individuels, donc qui ressortent plutôt de la psychologie environnementale, des aspects socioculturels qui, eux, sont liés à la sociologie, l'anthropologie, et toutes ces questions, alors qui sont traitées par des géographes ou par d'autres disciplines, ces questions de paysage, de patrimonialisation, ces questions artistiques. Donc on voit bien que dans ces valeurs relationnelles, on est vraiment dans une approche nécessairement interdisciplinaire au sein des SHS pour pouvoir comprendre quelque chose. Alors, moi je me suis dit, bon, de quoi je parle en fait, parce que je ne peux pas parler de tout. Et donc je parle du point de vue de l'anthropologue, et donc en reprenant cette notion de culture qui a été théorisée par Taylor en 1871 hein, et qui montre bien que la culture, c'est un tout complexe qui comprend les sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, la coutume et toutes les facultés et habitudes acquises par l'homme dans l'état social. Donc cette question des valeurs, de la valeur relationnelle, elle relève de ce qu'on appelle les cosmogonies, c'est-à-dire la conception du monde dans chaque système culturel, y compris la conception, c'est pas juste la conception de sa relation à l'environnement, mais c'est aussi une conception du temps, parce qu'on peut avoir des temps qui soient linéaires, des temps qui soient cycliques, et c'est pas du tout la même chose. Elle intègre toutes ces questions de savoir, savoir-faire associé. Elle comprend aussi les relations sensibles et donc l'ensemble des sens qui sont mobilisés par rapport à cet environnement. Cette valeur relationnelle elle est reliée aux organisations sociales, parce qu'on a des sociétés qui peuvent être hiérarchisées. Il y a la question de la place des femmes, il y a différents groupes sociaux au sein de ces organisations sociales, des jeunes générations.
et elle conduit aussi à des modalités d'organisation, de gestion spécifiques. Et effectivement, voilà, valeurs relationnelles au début, mais on ne peut parler que des valeurs relationnelles. Alors, en reprenant toute cette littérature, effectivement, cette littérature montre bien, dans le cadre de l'IPBES, que les valeurs relationnelles, seulement 6% des estimations des valeurs sont centrées sur les valeurs relationnelles. Et j'ai essayé de me poser cette question, pourquoi? Alors, il y a des questions autour de l'identification de ces valeurs relationnelles, qui est déjà quand même une question majeure. Après, la question de leur évaluation, qui pose aussi un certain nombre de problèmes, et cette intégration à des scénarios ou des narratives en articulation avec les autres valeurs, qui là aussi est une troisième difficulté. Alors, quelques verrous. Donc, je vous ai dit, la diversité des valeurs, donc il y a cette question de l'identification de ces valeurs, puisqu'on a vu que ça ressort de la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la géographie. Il faut aussi prendre en compte que ces valeurs, elles ne sont pas fixées, qu'elles sont sans arrêt en transformation, en évolution, en fonction de l'éducation, des discussions qu'on peut avoir avec les uns et les autres, en fonction des expériences propres de chacun par rapport à cet environnement, en fonction de nos émotions, en fonction des enjeux politiques. Donc on ne peut pas fixer une fois pour toutes ces valeurs. Elles sont inscrites dans une conception du monde, ce qui veut dire qu'il faut contextualiser l'ensemble de ces valeurs et qu'on ne peut pas se dire, voilà, c'est des valeurs comme ça, elles ne sont pas hors sol, elles sont toujours contextualisées. Elles sont à mettre... à interroger en fonction de l'homogénéité, l'hétérogénéité des groupes sociaux, parce qu'il peut y avoir des valeurs concurrentes selon les rapports de force en présence, et là c'est extrêmement... ça pose un certain nombre de questions, et notamment l'invisibilisation de certains groupes et donc de valeurs en fonction de leurs appartenances ethniques, leurs appartenances de genre, leurs appartenances générationnelles, et donc au bout du compte ça pose la question de l'inclusivité pour pouvoir essayer de comprendre l'ensemble de ces valeurs. Et enfin, j'ai noté ces échelles régionales, nationales, internationales, et comment on peut faire pour prendre en compte ces valeurs. Alors on pourrait dire qu'à l'échelle locale, les anthropologues savent faire, mais au fur et à mesure, pour monter d'échelle, comment on n'affaiblit pas, on ne dénature pas l'ensemble de ces valeurs. Et la question des échelles est une question aujourd'hui qui est importante. Alors je prends un exemple, il y a des réflexions en cours dans le cadre de l'IPOS dont Françoise Gaille parlera ce soir certainement, et effectivement on voit bien que ça pose une vraie question. Et en écoutant tout à l'heure, je me disais aussi, il faut faire attention à ces valeurs relationnelles, de ne pas les exotiser. Voilà. Elles ne sont pas juste le propre de certains groupes ou de certaines populations, mais voilà, on a tous des valeurs relationnelles, et ça me semble quand même extrêmement important. Alors, je me suis après posé la question, parce que bon, comme l'a indiqué Denis, il faut réfléchir, donc à cette singularité par rapport à l'océan. Est-ce qu'il y a des singularités, puisque de nombreux anthropologues ont montré que quel que soit le milieu, il existe une disparité des valeurs à ce milieu. C'est vrai pour les forêts. Moi, j'ai pris l'exemple de la forêt amazonienne pour aller vite, qui peut être considérée comme un espace vide ou vierge, ou un espace totalement socialisé, connu et investi. Donc on voit que dans beaucoup de milieux, on a cette diversité des relations relationnelles, des valeurs relationnelles. Et les propositions, c'est singularité de l'océan. Alors déjà, l'océan nommé aujourd'hui au singulier, alors qu'il n'a pas toujours été nommé au singulier. On a appris, pour les plus anciens comme moi, les différents océans qu'on a appris par cœur. Et il couvre 70% de la planète. Donc là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à cette question-là. C'est aussi la diversité des espaces, des rivages, des terroirs ou des méroirs, certains le nomment ainsi, administrés, qui sont des espaces de ressources. Il y a les zones de cabotage, il y a la haute mer.
C'est aussi une diversité des écosystèmes propres aux littoraux, aux plateaux continentaux, les monts sous-marins. Et tout à l'heure, on a parlé des grands fonds marins qui sont cette terra incognita, puisqu'on a tendance à être... Souvent, on dit que les fonds marins sont moins bien connus que la Lune. C'est aussi la singularité, je pense, dans ce rapport à ce qu'on a appelé mare liberum, cette mer ouverte, cette mer libre, cette chose res nullius qui n'appartient à personne, ou res communis, ce qui est voilà, le bien commun. En fait, il y a eu des conceptions assez différentes autour de cet océan qui est cet espace libre, qui n'appartient à personne, par rapport aux espaces terrestres où il y a quand même souvent cette question d'appropriation. Et enfin, ce qui me semble aussi intéressant dans ce qui pourrait être singulier à l'océan, c'est ce tournant océanique, comme l'a nommé ma collègue Hélène Artaud, qui est aujourd'hui la relation à l'océan est en train de changer à cause des changements globaux. On s'y intéresse de plus en plus. Et aussi, il y a cette histoire bleue, cette histoire autour de l'océan qui est en train de s'écrire, alors qu'avant, il n'y avait pas d'histoire des humains en relation avec cet océan. Alors, je me suis beaucoup appuyée sur Hélène Artaud, et j'ai mis juste le titre de son ouvrage, Immersion 2023, et puis sur Alain Corbin, qui a écrit en 1990 Le territoire du vide, pour essayer de vous donner quelques éléments de cette perspective atlantique à laquelle nous appartenons. Il faudra que j'aille très vite. Et donc, c'est un certain nombre de mots-clés, altérité, étranger, tout à l'heure, invisibilité, on en a parlé, exploitation, sublime, vide, maîtrise, hostile, incertain. Et on montre bien, en fait, que notre relation à cet environnement qui est assez méconnu, invisible, il est empreint dans la perspective atlantique de tous ces termes, voilà, qui sont des termes qui sont quand même très forts. J'écoutais, mais je regardais aussi ce qu'il y avait autour de moi. Et ce qu'il y a aussi, c'est cette place importante des machines et des instruments de navigation, d'exploration, d'exploitation, et on le voit dans les peintures qui sont au-dessus, et qui nous donnent une certaine relation aussi à l'environnement, qui dans ces valeurs relationnelles sur cette perspective atlantique, et aussi un espace médié par les images, les textes, les peintures, les films. Donc j'ai fait une petite sélection de ces différentes images. Et ce à quoi, à mon avis, il faut être très attentif, c'est que c'est une perspective qui pourrait s'imposer parce qu'elle est majoritaire dans les organes de décision, et il y a un manque de compréhension des autres perspectives. Cette perspective pacifique, alors il faut que j'aille très vite, mais je prends toujours cet exemple du texte d'Epeli Aofa, qui est un philosophe anthropologue fidjien. Il y a un océan de différence entre le fait de voir le Pacifique comme des mers d'îles, comme des îles, dans une mer lointaine, ou comme une mer d'îles. Et la perspective est totalement différente. L'océan, c'est un lien entre les peuples qui ont une histoire et une culture commune. C'est une source de vie, à la fois dans les grands mythes qui ont permis la fondation de ce peuple de l'océan. C'est un garde-manger. Ça irrigue l'ensemble de la culture. L'importance extrêmement forte, je suis obligée d'aller vite, sur ce corps et sur l'ensemble de ces sens qui sont mobilisés pour comprendre, naviguer, faire corps avec cet océan. Et c'est vraiment une vision holistique, parce que ceux qui ont travaillé sur la navigation montrent bien, et il y a un archéo-ichtyologue dans la salle, donc il connaît bien ces questions-là, que c'est en relation avec les poissons, les oiseaux, les courants, les étoiles, le vent, les vagues, la houle, les bois flottés que l'on retrouve au niveau de la mer. Et cette navigation, elle est possible, parce qu'on l'entend, on s'est dit, comment les peuples de l'océan Pacifique ont pu peupler ces îles, un peu par hasard? Non, pas du tout. Cette navigation, elle est possible sans carte ni instrument, parce qu'ils mobilisent des choses totalement différentes pour pouvoir naviguer. Ce qui est aussi intéressant, c'est ce développement des formes traditionnelles de gestion. On parle beaucoup du raoui polynésien, qui est une forme de gestion, qui est aussi une forme de préservation et de l'identité, de réappropriation des territoires, puisqu'on est aussi souvent dans des contextes coloniaux, et ça, il faut prendre en compte ce contexte colonial.
Alors, je ne sais plus, mais il ne doit pas me rester beaucoup de diapos. Comment intégrer les valeurs relationnelles? Alors, évidemment, des études scientifiques pour mieux identifier, comprendre ces valeurs relationnelles. Je le redis à chaque fois, je ne vais pas me priver ici, le nombre d'anthropologues qui s'intéressent à la mer, à l'océan, est quand même infime. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une main, peut-être un petit peu plus, le nombre d'anthropologues marins qui sont en poste dans des organismes scientifiques aujourd'hui, moins de 10. Ça, voilà, ça donne quand même une difficulté. Mais une fois qu'on a dit ça, il s'est aussi pensé à l'inclusivité et l'équité. Tous les points de vue doivent pouvoir s'exprimer, ils doivent être entendus et ils doivent être pris en compte. C'est trois choses extrêmement différentes. Bon, ça a été théorisé par Junger-Habermas. C'est aussi en lien avec redéfinir développement, qualité de vie. Ça veut dire quoi? Et l'IPBES le prend en compte. Et cette intégration, alors dans les scénarios, à voir comment, parce que quand je vois beaucoup de quantitatif, je ne suis pas certaine. Et alors Denis Couvé pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais je pense que dans les narratives, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir associer du quantitatif, du qualitatif et ces éléments sensibles ou poétiques, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure. Donc il y a un énorme travail, on part de très loin, mais je pense qu'on a vraiment tout intérêt à prendre en compte ces éléments parce qu'il y a une diversité des relations à la mer et pour aller vers la construction d'un bien commun. Alors je ne sais pas si c'est après ce qu'a dit Bernadette Vincent, je ne sais pas si on peut parler de bien commun, mais en tout cas à cette entité, il faut absolument pour qu'on aille vers ça, aller bien intégrer la diversité des relations à la mer. Parce que si on masque ça, déjà on ne pourra pas embarquer l'ensemble des groupes sociaux, l'ensemble des cultures, et puis on passera à côté quand même de quelque chose d'extrêmement important. Je vous remercie. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? J'en ai déjà une, je dois dire, qui rebondit sur Michel Serres, sur la navigation à voile, qu'il a faite beaucoup, lui, et aussi sur François Julien, sur la question de l'inatteignable. Est-ce qu'il est possible, soit dans les services écosystémiques, soit est-ce que les moyens de l'anthropologie aujourd'hui sont capables de faire que la valeur de l'absence, la valeur du vide, l'inatteignable de l'océan, si je prends un contrepoint à toute la connaissance, etc., puisse redevenir quelque chose d'important? Parce que finalement, ce qu'on ne peut pas atteindre fait partie de la liberté de l'homme. Donc finalement, il y a beaucoup dans l'océan, un peu comme dans l'espace, et Aurélien Barraud critique pas mal le monde des fusées, mais il y a quelque chose qui est fondamental dans ce non encore connu, qui reste et qui fait humanité aussi. L'une ou l'autre. Valeur de l'absence? Non. Non, mais ça fait partie, en fait, quand on voit dans la perspective notamment atlantique, parce que ce n'est pas vrai dans toutes les perspectives, cette valeur de l'absence, parce que dans le monde pacifique, elle n'est pas absente, elle est là tout le temps. Mais dans notre perspective à nous, on voit l'importance de cette valeur de l'absence, si vous l'appelez comme ça, dans la littérature, dans la peinture, et c'est quelque chose qu'il faut préserver pour préserver aussi notre imaginaire et notre poésie, nos arts. Il y a une question ici. Ophélie Ronce, présidente du CS de la FRB. Moi, j'ai une question sur la notion de référence glissante. Comment est-ce qu'elle est interrogée à propos des valeurs relationnelles autour de la mer? Puisque je pensais à ça à propos des résultats un peu intrigants sur la pollution et sur les valeurs qu'on approche. Est-ce que dans ces études sur les valeurs relationnelles, on prend en compte le fait que ces valeurs changent avec l'état de la biodiversité marine et que ce qu'on attend des écosystèmes et les valeurs qu'on a à propos d'eux changent parce qu'ils se dégradent en fait? Comme pour l'érosion côtière, par exemple. Probablement que ça va devenir une valeur beaucoup plus étudiée et présente qu'avant. Je ne
pas du tout comment répondre. Je sais qu'il ne faut pas trop dire ça, mais moi, j'ai juste regardé ce qui a été fait. Et effectivement, de manière générale, moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans la littérature, c'est surtout des snapshots pour l'instant. Donc vraiment, ils regardent très peu les évolutions. Et c'est un vrai problème pour mettre en avant voilà, ces fameuses tendances. Et moi, j'ai tout de suite vu avec le peu de données que j'ai trouvées. Et donc, par rapport à ça, c'est très difficile de mettre en avant des recommandations. La notion de référence, de manière générale, est aussi appliquée à la notion de condition, est aussi très peu étudiée. Moi, j'ai eu le cas d'étudier ça dans le passé, et c'est un vrai problème, déjà, de définir, en tant que nous, voilà, quand on a une approche anthropocentrée de la nature, de définir cette notion de référence. Donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai présenté, mais par le passé, j'ai pu constater que la notion de référence est souvent pas discutée, où il y a un gros problème sur savoir sur quoi la baser. Peut-être, alors c'est vrai qu'en tant qu'anthropologue, on s'intéresse aux transformations, aux évolutions de ce qu'on appelle les valeurs relationnelles. Ça, c'est une chose. Et donc, effectivement, quand l'environnement change, les références, ça change, cette relation. Ça change dans les savoirs, ça change aussi dans les savoir-faire, comment on intègre d'autres matériaux, parce qu'on n'a plus les mêmes matériaux pour faire son fil de pêche ou autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que en ayant travaillé en Polynésie, on voit que ce changement interpelle et est une motivation pour pouvoir protéger par rapport aux valeurs. Alors, moi, j'ai toujours tendance un peu à simplifier, mais je pense que c'est quand en ayant travaillé donc avec les Marquisiens, puisque j'étais aux Marquises, quand on perd un élément de l'environnement, on perd un mot dans une langue. Et le Marquisien, il y a le Marquisien du Sud, le Marquisien du Nord, donc voilà, qui est parlé par 9000 personnes. On perd parfois un savoir de pêche, un savoir cuisiner, une technique médicinale, et on voit bien un appauvrissement aussi. Ils sont très conscients de l'appauvrissement de leur culture avec un appauvrissement de l'environnement. Et donc une démotivation, c'est vraiment permettre à cet environnement de demeurer pour garder leur culture. Donc merci pour ces deux exposés. Je pense que ça aide à comprendre la différence entre nature pour société et nature comme culture. Donc, quand on a construit Nature Future Framework, on était conscient que c'était une vraie sursimplification de créer ces deux choses. Est-ce que ça vous semble pertinent de faire cette différence et de pousser les scientifiques qui développent des narratives et des modèles, de prendre en compte les différences entre nature pour société et nature comme culture, ou est-ce qu'il faut tout regrouper sur les services écosystémiques et mettre des services culturels comme un autre service? Alors si je peux répondre. Oui, c'est trop bien, merci. Oui, alors en plus, moi je pense que ça permet aussi un énorme décloisonnement des disciplines, puisque les services écosystémiques, bon, alors maintenant ça a évolué, il y a aussi les NCP, etc. Mais de manière générale, ça touche à énormément de disciplines, et je pense qu'avoir une autre approche à travers justement les NFF, ça décloisonne énormément, et ça c'est hyper important, c'est un besoin, mais vraiment fondamental, on le voit ici. Il faut vraiment décloisonner ça, et par exemple dans les services culturels, on le voit bien justement que ça touche à beaucoup de choses, mais à la fois ça touche aussi un peu aux trois dimensions de la NFF, tout en étant plus effectivement du côté de nature comme culture, mais ça permet en fait de ne pas parler des écologues, mais de réunir autour d'un discours. Donc moi je suis super fan. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais je pense que c'est très important d'avoir les trois valeurs différentes, et je n'utilise jamais le terme de service écosystémique qui, d'un point de vue, en tout cas de mon point de vue anthropologue, n'a pas de sens. Donc après, ça permet de contourner justement, je trouve, cette question de service écosystémique, alors qui est d'un usage extrêmement important, je pense politiquement, pour pouvoir donner à voir voilà, ces liens-là. Mais ce terme est, voilà, pour moi, extrêmement... c'est très difficile à employer. Mais je l'utilise que avec des scientifiques, hein, parce que sinon c'est juste un jargon scientifique que dès qu'on sort, je ne parle pas du tout de ce mot.
Quelle schizophrénie. Oui, je m'étonne de n'avoir pas vu émerger cette représentation de l'océan comme lieu de dissémination, justement parce que c'est inconnu, en gros comme poubelle. C'est-à-dire à la fois pour les déchets nucléaires. N'oubliez pas qu'on a pendant un temps jeté les déchets nucléaires à la mer et que après Fukushima, on vient de le faire encore. Et pour les plastiques, l'océan comme poubelle de tous les microplastiques. Vous n'avez pas vu émerger cette représentation, cette valeur de... Il y a pourtant quantité d'articles sur l'océan poubelle. Sur l'impact de la pollution plastique, en fait. Et nucléaire. Enfin, je veux dire qu'il y a eu, si on regarde la littérature internationale, en particulier au Japon, je peux vous assurer qu'ils sont alertés par ça. En Polynésie aussi. Voilà. Peut-être juste par rapport à cette question-là, en tant qu'anthropologue ou historien de l'environnement, ça permet, le nucléaire, de comprendre la représentation qu'ont les Occidentaux des espaces sur lesquels ils ont mené l'ensemble des essais, qui étaient considérés, ces îles du Pacifique, souvent, comme des espaces vides de possibilités économiques et vides aussi de populations, parce que les quelques populations présentes n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Et donc ça dit beaucoup de la représentation à cet environnement. Je ne sais pas trop comment formuler cette question, mais c'était pour rebondir à ce que vous avez dit, il ne faut pas exotiser. Moi, je travaille pour RFI, donc il y a une vision très internationale, et la question que je me pose en vous en écoutant, si c'est le fait de réintroduire nature comme culture, enfin le biais qu'on avait, il n'est pas occidental, parce que dans d'autres zones du monde, nature et culture, c'est une évidence qu'ils sont liés. Est-ce que c'est une erreur de dire ça? Voilà. Et qu'est-ce que vous vouliez dire par exotiser? Pardon, je finis. Et on voit dans toutes les conférences sur la biodiversité monter la volonté de mettre en avant les peuples autochtones. Comment on ne tombe pas dans l'exotisation? Et puis, qu'est-ce qu'on peut apprendre voilà. Est-ce que c'est une vision occidentale? C'est un peu, je ne sais pas comment le dire. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Alors, l'IPBES, j'ai quand même relu plusieurs textes. Nature comme culture, il y a quand même des précautions qui sont prises. Ils disent bien qu'effectivement, la nature et la culture dans certains pays, c'est pour ça qu'il y a aussi le terme de terre nourricière, etc. On sait très bien que nature et culture sont deux termes extrêmement compliqués et il faudrait... voilà, il y a des thèses entières qui ont été faites là-dessus. Donc l'IPBES en est bien conscient. Après, quand je dis qu'il ne faut pas exotiser, c'est de ne pas... renvoyer les peuples autochtones ou les populations juste à ces manières spécifiques, à ces relations spécifiques à l'océan ou à leur environnement. Parce que nous aussi, si on regarde de leur point de vue, on a quand même une relation spécifique à notre environnement. Donc toutes les relations sont ancrées dans des cultures, et nous, elle est ancrée dans notre culture monothéiste, judéo-chrétienne, scientifique, siècle des Lumières, etc. Donc voilà, c'est pas j'étudie juste les valeurs relationnelles parce que c'est une population autochtone. Donc il faut faire attention à ça. Et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre? Alors ça, c'est très délicat comme question. Oui, ça peut nous apprendre en tout cas la diversité. Après, intégrer, c'est pour ça que je dis il faut contextualiser. On ne prend pas en disant bah voilà, je vais me conduire comme un marquisien. On n'est pas marquisien, on n'est pas du tout dans le même contexte culturel. Merci. Je vous renvoie peut-être aussi à La tropicalisation du monde de Ricard Lanata, où il dit en fait on va beaucoup apprendre de toutes les expériences humaines des différents types de populations, parce que nous sommes tous des colonisés maintenant. En fait, comme il n'y a plus de ressources sur Terre, il va falloir retrouver des manières de vivre ensemble. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. C'était super. Donc, bonjour et bonjour également aux personnes qui sont à distance. Donc, j'espère que sur ce temps de midi, vous êtes encore d'humeur joueuse pour ce nouveau quiz.
Un quiz qui fait le lien finalement entre nature comme culture et nature pour les sociétés, puisqu'on va s'intéresser au sujet du tourisme. On va s'intéresser plus particulièrement au tourisme de nature, quand les personnes se rendent finalement dans des lieux en dehors de leur environnement habituel, à des fins de loisirs, qui peuvent donc comporter des activités récréatives, dont on a parlé, qui peuvent être extractives bien sûr, mais également non extractives, comme l'observation. Donc, concernant l'océan, il y a bien sûr le tourisme côtier, plutôt terrestre, et puis le tourisme maritime, sont toutes les activités basées en mer, et c'est de celles-ci dont on va parler. Alors vous le savez, c'est un secteur économique important pour de nombreux pays. En préparant ce quiz avec Clément, enfin moi en tout cas j'ai appris que la demande s'était fortement accrue depuis les années 2000. Et puis également que la croissance du tourisme marin, aujourd'hui, elle est favorisée par, vous savez, ce paradigme de la croissance bleue pour aller faire de pair, finalement, tout ce qui va être le développement socio-économique, la protection de l'environnement et puis également l'utilisation durable des ressources. Donc, bien sûr, les nombreuses activités sont dépendantes des composantes des écosystèmes. Donc, c'est particulièrement vrai pour les activités d'observation, plongée, observation des mammifères, des oiseaux. Et puis également, vous le savez, le tourisme a aussi des effets contrastés sur la nature et les humains. D'un côté, il y a un fort potentiel de contribution à la conservation des espèces et des espaces. Ça peut également générer des avantages économiques pour les communautés humaines qui peuvent en vivre. Et puis de l'autre, vous le savez aussi que le tourisme il participe finalement au changement de biodiversité parce qu'il va contribuer aux pressions directes catégorisées par l'IPBES, on l'a vu tout à l'heure, les pollutions, changement d'usage des terres, destruction d'habitats, etc. Et puis en plus, il peut aussi aggraver les effets néfastes de différentes pratiques, comme tout ce qui va être les pêches, les transports, l'extraction, etc. Et puis pour les communautés humaines, ça peut être aussi une source de grande fragilité. Donc on voit peut-être les rencontres heurtées entre perspective et cosmogonie, et puis également au niveau économique. Alors c'est particulièrement vrai pour les zones côtières où vit un tiers de la population mondiale, et puis pour les plateaux continentaux. Alors on peut faire un focus sur la France et le tourisme d'observation, parce que quand on regarde au niveau de la zone économique exclusive de France métropolitaine et Outre-mer, on voit qu'il y a plus de la moitié des espèces de cétacés au monde qui sont présentes, et elles sont ciblées par des activités commerciales de ce qu'on appelle le whale watching, l'observation, qui concerne les mammifères, mais aussi les requins, les raies. Et voilà, une grande majorité se concentre dans l'océan Indien tropical. Alors bien sûr, ces pressions, elles génèrent des impacts. Je vais vous en faire une petite liste, accrochez-vous. Si on reste sur le cas du whale watching, tout ce qui va être dérangement et collision, ça va entraîner blessures, échouages, morts, en plus bien sûr du stress qui va modifier aussi les comportements sociaux, alimentaires, les trajectoires de nage, également la physiologie de la respiration, les perturbations sonores sous-marines qui vont aussi avoir tous ces impacts. Et puis, au-delà des mammifères marins, il y a aussi des impacts sur les habitats, avec la destruction de récifs. Il y a également des impacts sur les communautés de poissons, avec des perturbations des communautés, également des perturbations dans les communications, également sur les oiseaux de mer. Et puis on peut penser aussi à d'autres pressions, comme les pollutions avec tous les déchets marins. On pense à tous ces animaux qui sont enchevêtrés, qui ne peuvent soit plus se nourrir, soit au contraire être plus facilement la proie de leurs prédateurs. Toutes les pollutions, avec notamment les pollutions aux polluants organiques, et puis aussi tout ce qui va être l'introduction de pathogènes, d'espèces exotiques, non indigènes. Donc, ceci étant dit, je vous propose un cas pratique. On est dans le cas du tourisme d'observation, et donc qui a connu un boom, et là vous êtes dans la peau d'un décideur. Je vais vous proposer plusieurs options, donc elles sont relativement archétypales.
Et la question, c'est sont-elles réellement de bonnes options? Donc là encore, à vous d'identifier la fausse bonne idée, alors sachant que les choses sont quand même assez contrastées. Alors, 3 options. Donc la première option, vous êtes le décideur averti, donc sachant toutes les pressions et tous les impacts, vous dites qu'il est vraiment nécessaire de substituer les activités d'observation en milieu naturel par des activités d'observation ex situ, donc l'observation d'animaux en captivité, des plongées sur des récifs artificiels, des activités de sensibilisation et d'apprentissage ex situ. Donc il n'y a pas d'accès au milieu naturel, là vous détournez les pressions. Et puis en plus, c'est possiblement réalisable à distance. Donc là, vous vous dites, je vais toucher un grand nombre de personnes avec ces activités-là. Une deuxième proposition, donc par rapport aux activités récréatives, vous êtes plutôt le décideur un peu rabat-joie. Vous vous dites qu'il faut considérer le tourisme comme une pratique impactante, au même titre que des pratiques sectorielles, comme la pêche, la pisciculture, le développement des énergies renouvelables. Donc avec tout un arsenal, l'évaluation environnementale avec les études d'impact, des applications de mesures d'atténuation de type ERC, donc faire cesser la plongée sur un certain site, minimiser les bateaux, le nombre de plongées sur d'autres sites, restaurer des récifs naturels, éventuellement compenser en coulant des épaves, et puis vous vous outillez aussi d'outils d'aide à la décision pour voir tout ce qui est les limites acceptables et souhaitables finalement d'utilisation des ressources, ou alors vous pouvez aussi développer les notions de capacité de charge. Ou alors vous êtes le décideur plus conciliant, vous dites, bon, je vais établir une planification spatiale et temporelle des activités, y compris pour concentrer les impacts si nécessaire. Vous allez organiser finalement l'utilisation de l'espace océanique, les interactions des activités entre elles, et puis aussi les interactions des activités avec le milieu marin. Du coup, est-ce que... c'est bon. Ah, c'est... Donc voilà, est-ce que vous avez bien toutes ces options en tête? Ok. Du coup, comme tout à l'heure, vous allez rejoindre le Slido. Donc soyez prêts. Donc ici, un rappel des propositions. Donc quelle est la fausse bonne idée, entre guillemets, parmi ces options? Interdiction de substitution, pratique sectorielle comme une autre, planification spatiale et temporelle. Je suis allée trop vite? Non? Est-ce qu'il y a... J'ai été achetée. Alors, est-ce que j'ai peut-être fait une fausse manip? Est-ce qu'il y a quelqu'un en régie pour me dire? Ah non, il faut que vous vous connectiez au QR code. Oui, c'est ça, il faut que vous flashiez le QR code. Je ne suis pas très habituée des techniques. Il faut que j'appuie. Okay. Donc c'est bon, tout le monde a pu faire son choix. Ok. Alors, vous êtes... 72% à penser que la proposition 1 est la fausse bonne idée, 21% à penser que c'est plutôt la proposition 3 et 7% à penser que c'est plutôt la proposition 2. Du coup, à nouveau, je vous propose un temps d'échange, donc avec les micros qui vont circuler dans la salle. Je pense que c'est intéressant là de pouvoir... exposer finalement pourquoi vous pensez que c'est une fausse bonne idée. Alors c'est vrai que sur le premier, on en a discuté avec Clément, on se disait aussi que ça pouvait se rapprocher d'une option qui n'était pas complètement formalisée, mais c'est celle, vous savez, de maximiser versus optimiser et aller vers un tourisme très sélectif ou de luxe. Alors après, je ne sais pas, peut-être que Clément voudra s'exprimer. Alain ? Ah oui, résultats achetés, censure bien sûr des interventions.
En vérité, je voulais dire mon embarras. Je n'ai pas pu voter parce que les trois me paraissent à la fois intéressantes. Alors, par exemple, pourquoi la fausse bonne idée, c'est l'interdiction substitution qui semble qui emporte la majorité? Est-ce que c'est le fait de la substitution qui poserait problème? Parce que l'interdiction, il y a des moments où il faut interdire, très clairement. Donc je ne vois pas pourquoi ça serait une fausse bonne idée. Alors est-ce que interdire et se dire, tiens, on le verra par des aquariums comme Océanopolis ou que sais-je, et ça fera l'affaire? J'ai pas compris, là. Alors, c'est où, et comme vous êtes 72% à avoir compris, ça me rassure pour la France, déjà. Et puis peut-être qu'on pourra m'expliquer. Une réaction par rapport à ça, oui. Merci. Oui, j'avais aussi la même réflexion. En fait, j'ai trouvé que la première et la deuxième avaient beaucoup de sens. Considérer les tourismes au même titre que d'autres pratiques et faire des études d'impact, etc., ça me paraît une bonne idée. La première, bon, ça a déjà été dit, j'ai un peu eu la même réflexion, donc j'ai voté 3, parce que j'ai trouvé ça extrêmement théorique. Ça ne tenait pas compte vraiment des contextes sociétal, culturel, et ça me paraît une solution un peu, oui, trop technique pour avoir du sens. Mais c'est aussi celle que j'ai compris le moins, je dois dire. Mais en tout cas, j'ai voté pour la 3e. Bonjour, moi j'ai voté pour la 1 parce que je me suis dit qu'on perdait le lien direct avec l'écosystème en faisant cette substitution. Et que ça pouvait aussi générer des reports d'impact sur l'écosystème terrestre. Construire un aquarium potentiellement, c'est pas anodin pour les écosystèmes terrestres. Et donc sur cette double composante, c'est plutôt ça qui m'a guidé vers cette solution. Merci. Peut-être une dernière réaction? Alors, bonjour. En fait, moi j'ai fait ma thèse sur la régulation de la plaisance dans les aires marines protégées. Et en tant que juriste, je me suis rendu compte que la simple interdiction pour les locaux et pour les pratiquants, c'était vraiment une mauvaise idée. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voté comme la fausse bonne idée, le fait de tout simplement interdire et remplacer, soit en faisant appel à cette idée d'un tourisme de luxe, seulement ceux qui peuvent se déplacer vers soit le Océanopolis ou même aller ailleurs dans d'autres pays pour pouvoir avoir cette expérience. Ça empêche justement le côté des sensibilisations et conscientisation de la population générale. Et aussi la question de la planification, elle a été étudiée un peu dans d'autres pays comme une façon de ne pas tout simplement garder le tourisme en tant qu'une pratique sectorielle à l'écart de le reste, et le mettre dans une vision vraiment très théorique, mais autant qu'une activité qui amène des impacts et qui ne peut pas être pensée tout simplement dans un petit carré ailleurs. Voilà. Merci. Alors oui, ces options, elles ont été découpées un peu artificiellement parce que c'est vrai qu'il s'agit bien d'un mixte et d'une complémentarité. Donc comme là vous l'évoquiez, on sait que le comportement des touristes sur place, il influence aussi les conditions écologiques en fait, du milieu, et que les comportements en faveur de la préservation sont alimentés par l'expérience étroite avec la nature, donc l'expérience directe. Et donc l'importance de développer des activités d'apprentissage à partir de la nature. Sur la deuxième, donc il y a effectivement, en tout cas dans des préconisations, utiliser les outils existants, mais ça nécessite aussi des préalables, bien sûr déjà de caractériser scientifiquement les pressions et les impacts, donc d'investir finalement dans la collecte d'informations, de données sur la biodiversité, l'environnement, les sociétés, et puis aussi encourager les communautés locales à s'approprier ce corpus scientifique, également encourager les gestionnaires dans la cogestion.
Et puis plus largement impliquer les parties prenantes dans tous les processus décisionnels sur l'utilisation des ressources environnementales ou culturelles. Et puis sur la troisième, il y a bien sûr la planification, mais c'est aussi le renforcement de la réglementation existante. Donc c'est reconnaître certaines activités commerciales, délivrer des autorisations réglementaires, mettre en œuvre aussi avec les opérateurs locaux les conditions d'accès, par exemple sur le watching, les lieux, les périodes, le nombre de bateaux, etc. Et toujours en complément aussi de cette approche assez descendante, finalement établir des codes de bonnes pratiques pour que les opérateurs soient aussi convaincus que finalement ils préservent leur activité et leurs ressources et qu'ils soient aussi des vecteurs envers les touristes. Donc assurer bien sûr les formations régulières et puis de façon plus générale, si le tourisme est encouragé, ce qui est préconisé, c'est de le considérer comme complémentaire finalement à d'autres activités traditionnelles. Alors l'exemple de la Covid-19 nous l'a bien montré, une dépendance au tourisme peut être absolument catastrophique, ça expose à une grande vulnérabilité, à la fois économique, mais aussi dans le cadre des changements globaux, comme le changement climatique, on pense aux petites îles. Donc voilà, en tout cas, merci de vous être prêtés à cet exercice. À présent, c'est l'heure du repas, donc repas pour tout le monde. Il y a également une animation dansée, et puis ensuite, on revient ici, c'est 13h45 début, donc soyez là même à 13h40, puisqu'on reprend avec une belle séquence. Je vous remercie.